Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier l'organisation, Alexandre pour l'invitation, Franck, le vestiaire hier. Voilà, j'ai passé une excellente journée. Et je tenais à le faire parce que sinon j'allais l'oublier. Waze, c'est une application qui est née en 2008. On va dire un coup de chance parce que il y avait déjà les smartphones, de BlackBerry. C'est l'année de l'émergence de l'iPhone. Et c'est parti d'une frustration de Ehud, d'un ingénieur qui avait reçu pour son anniversaire un GPS sur lequel il ne pouvait pas intégrer d'informations, enrichir l'information. Donc il avait demandé à l'éditeur de logiciel d'intégrer de l'information. Il a reçu une fin de non-recevoir et donc il a géré sa frustration et a créé cette belle application, une application qui est communautaire. Et donc si vous l'utilisez, vous participez tous à son bon fonctionnement. Et alors aujourd'hui, si on parle en quelques chiffres, Waze, c'est quoi? C'est plus... Alors quelques chiffres, je sais pas si... Voilà, on va avancer. Si la zapette fonctionne. Ouais, voilà. Ouais, c'est la 7e application l'année dernière, donc c'est intéressant parce que c'est même avec des années de Covid où la mobilité a été fortement impactée, on l'a vu et notamment sur les périodes estivales, il y a eu une recrudescence et un retour très très en force de l'automobile. Donc la 7e application française, vous voyez sur ce tableau, c'est des données indépendantes, c'est devant TikTok, c'est une application, c'est vraiment, c'est vraiment, je dirais un phénomène en France, puisque c'est une application qui s'adresse aux plus de 18 ans, possesseurs d'un permis de conduire. Et donc voilà, très, très, très content du succès et on le voit dans nos chiffres, il y a non seulement beaucoup plus d'utilisateurs, mais aussi un usage qui est... Qu'est-ce qui explique que la France soit le 3e pays justement de Waze? Alors ça, on se pose la question parce qu'on aimerait répliquer le modèle un peu partout. Non, mais c'est tout un tas de phénomènes. D'abord, il y a eu, quand on s'est lancé, la data, notamment avec Free, qui n'était pas un souci, puisqu'elle était beaucoup moins chère que dans d'autres pays. Il y a aussi cet aspect peut-être rapport qu'on peut avoir par rapport à la police, et au radar. Donc voilà. On avait des Michelin, des gens comme ça. En France, on avait cette tradition aussi, mais oui, mais alors c'était en mode sur son ordinateur, c'est sur une application. Et puis il y a un côté, quand vous regardez aussi les statistiques, enfin tout ce qui est réseaux sociaux, les pays latins sont très friands de réseaux sociaux et d'entraide finalement. Et sur l'ensemble des applications américaines, vous verrez que les chiffres des entités françaises sont plutôt sympathiques. Alors Jérôme, ce qui fait la richesse de Waze aujourd'hui, c'est évidemment de nous amener à bon port avec le meilleur itinéraire. Mais justement, ce qui fait cette richesse, c'est que toutes ces datas, elles sont alors anonymes, mais elles sont récoltées, elles sont analysées, et pour nous rendre un meilleur service. Et aujourd'hui, on voit que le service est rendu, mais toutes ces datas, elles servent à beaucoup de choses. À quoi? Alors, il y a deux termes que tu n'as pas employés, ils sont anonymisés et agrégés, j'insiste dessus. On a effectivement beaucoup de data et vous fournissez de la data en roulant ne serait-ce que par le GPS, c'est un signal que vous émettez qui va nous donner tout un tas d'informations sur les segments de route pour savoir s'il y a des embouteillages ou pas. Et puis après, vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, des reporters, c'est-à-dire que vous allez interagir avec l'application et donner d'autres couches d'informations, s'il y a un accident, un nid de poule, des choses comme cela. Qu'est-ce qu'on fait avec cette data? Alors peut-être revenir un petit peu sur la data, il y a plein de choses parce qu'on fait des partenariats et autres, mais juste pour la mettre en musique et vous l'expliquer, on a vécu un confinement, je disais, on est en capacité, nous, avec nos utilisateurs, en tout cas toutes ces datas, de vous donner des informations sur la mobilité des Français. Alors, je suis du mauvais côté, on va y arriver. Alors, déjà, effectivement, sur l'application, Waze, on ne l'utilise pas, on se veut d'être le copilote, le couteau suisse du conducteur. On l'utilise principalement sur des trajets connus. Donc ça, c'est un chiffre, 80% des trajets qui sont faits sont dans un périmètre de moins de 30 km. Et vous le voyez, les usages, les Français aiment manger, on le voit, et on oppose souvent les modes de transport. Le deuxième, la deuxième raison de se déplacer, c'est pour aller dans des gares, et donc pour utiliser un autre moyen de transport. Intéressant. Toujours sur les... Hop. J'ai du mal aujourd'hui. On a un petit cœur cliqué, mais on a les deux... Ouais, voilà. On a deux écrans de contrôle, mais qui ne sont pas encore allumés, donc ils sont un peu endormis encore. Donc ça, c'est des datas qui sont intéressantes. C'est la mobilité, elle a changé, et vous avez certainement constaté, ou peut-être vous êtes certainement acteur finalement de cette mobilité. On voit les trajets en direction, donc les trajets pendulaires travail-maison, ont baissé fortement, moins 23%. Donc on voit dans nos chiffres les effets de la pandémie, l'émergence du télétravail. Et on voit aussi finalement que aussi la répartition des horaires de trajet a aussi évolué. Donc les horaires du matin et du soir sont moins, entre guillemets, populaires qu'ils ne pouvaient l'être avant la pandémie.
toujours pour partager quelques chiffres. Donc là, attention, le match Bretagne, Brest versus Rennes. C'est Rennes qui l'emporte, vous le voyez ici. Donc c'est l'ensemble des départements, les zones de chaleur, plus c'est foncé, c'est plus il y a eu des mouvements de population. Et on voit ici, au travers de nos données et de la répartition de ce qu'on appelle des Wazer sur la France, qu'il y a effectivement beaucoup de mobilité, de changement. Et on arrive à décrypter finalement tous ces phénomènes. Et on le voit aussi, donc, les trajets vers les agences immobilières qui a explosé. Toujours pour mettre en musique cette data. Voilà, ça c'est intéressant, on est aux Vieilles Charrues. Voilà, une appétence pour les Français aujourd'hui, pour les spectacles, et un envie de vivre sur un an. C'est plus de 110% effectivement de trafic versé. Là, on est capable aujourd'hui, par rapport à justement Vieilles Charrues, de dire tiens, il y a eu plus de trafic là, et d'anticiper. Du coup, c'est des datas qui peuvent servir par la suite pour anticiper. Enfin, c'est ça qui est important aussi, parce que c'est un constat en temps réel, voilà, quelques jours, mais ça permet de prévoir aussi. Et c'est là où il y a l'importance de cette data pour des commerçants, des zones d'achalandise, des spectacles. Ouais, alors on essaie d'être de plus en plus, précis. Et alors j'ai entendu hier avec un festivalier qui m'a dit j'ai eu le droit à une wazerie. Je ne connaissais pas ce terme. Donc on essaie d'avoir de moins en moins de wazerie. Donc ces petits moments où on est un peu déçu par l'application. Je me demande s'il n'y a pas un problème avec l'un des micros. C'est peut-être. Voilà. Oui, ça va mieux. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de nouer des partenariats en fait, avec différents types de partenaires, notamment les organisateurs d'événements. On est partenaire du Tour de France, on est partenaire la semaine prochaine par exemple du Grand Prix de France, où on va intégrer toutes les informations qui sont liées à l'organisation d'un événement. Ça veut dire le Tour de France par exemple, c'est 4000 km de routes qui vont être fermées. On va les intégrer en amont. Quand vous avez un festival comme celui-ci, vous avez des routes qui sont fermées, des changements de circulation, des accès qui sont modifiés. Et donc tout ça, on va essayer de l'intégrer dans l'application pour pouvoir prévoir en amont et vous fournir les bons itinéraires. Mm-hmm. Les datas que vous fournissez aussi, il faut savoir qu'elles sont communiquées, donc elles sont gratuites. On les communique aux villes, aux collectivités, pour justement qu'ils puissent anticiper et mieux comprendre leur mobilité. Donc organisateurs d'événements, villes, on communique aussi à des SDIS, donc c'est les services de secours, parce que quand vous allez signaler un accident, l'information va remonter plus vite auprès de leurs standards, et donc ils vont pouvoir diligenter des services de secours plus rapidement et donc sauver des vies potentiellement. Oui, donc là c'est pas mal d'initiatives qu'on connaît un peu moins. Tu l'as dit très rapidement, mais il y a une fonction forte au sein de Waze, c'est ce côté communauté, hein, et on le voit. Enfin, moi je suis toujours épaté de voir, on nous dit attention, véhicule arrêté sur le bas-côté, et le gars il est en warning, ça veut dire qu'il vient de s'arrêter, mais il est déjà signalé. Donc il y a cet effet communautaire et qui est assez important, et tout le monde joue le jeu là. Ouais, c'est important pour nous, déjà l'aspect sécuritaire. Quand vous arrêtez sur la route, très souvent c'est la personne qui va se signaler pour justement avertir les autres automobilistes. Des partenariats, on en a par exemple avec la SANEF, enfin toutes les sociétés qui travaillent sur les autoroutes pour justement qu'ils puissent identifier leur personnel sur les routes, et vous allez avoir des messages qui vont être poussés donc, justement à l'approche de ces travaux. Sur la communauté, on a différents types de communautés. Bon, c'est un de nos savoir-faire finalement, hein. On a différents niveaux, j'expliquais, de partage d'informations. On a des éditeurs de cartes qui sont très hiérarchisés. Il y a 5 niveaux d'éditeurs de cartes. Il y a un country manager qui est éditeur de cartes et qui vont effectivement avoir la possibilité de fermer des routes, d'interagir avec les gens qui vont remonter de l'information. Quand vous remontez une erreur sur la carte, c'est eux qui vont essayer de mieux comprendre pourquoi vous avez remonté cette erreur, d'où elle vient, et qui vont pouvoir créer ces routes donc, en live. Il faut le voir vraiment Waze comme une carte vivante qui va essayer de fournir l'information la plus importante. Et puis nous, avec ces éditeurs, c'est un bassin, j'allais dire, d'utilisateurs, de super users qui est hyper intéressant. On interagit avec eux, on les rencontre une fois par an. Ils nous soumettent leurs desiderata en termes de produits, en termes d'amélioration, en termes de système d'information. Et donc, on a un dialogue très, très nourri avec eux. Ils testent nos produits en amont. Ils ont un accès direct à nos ingénieurs en chef. Donc, c'est un petit peu notre histoire. Et puis, alors, parmi les nouveaux services, tu en as parlé t'en as un peu parlé. Il y a des services aussi assez originaux. C'est vrai que depuis hier, on essaie de faire glisser un peu une sorte de fil rouge sur ces 2 jours autour de l'environnement, des éco-gestes, des éco-responsabilités. Voilà, on en parlera tout à l'heure avec Lucie de Too Good To Go. Et puis voilà, on parle de tout ça. Et là aussi, il y a, tu parlais tout à l'heure de copilote, mais voilà, ça aussi, c'est des nouvelles fonctionnalités. On n'attendait pas forcément Waze sur cette partie-là.
Alors, j'ai mis une farandole de services, justement. Ouais. Alors, je ne sais pas qui fait avancer les choses. Donc, en ce moment, on a une thématique qui nous est chère aussi, c'est notre impact qu'on peut avoir sur l'environnement. On le sait, hein, la voiture, elle ne contribue pas positivement à l'environnement. Il y a une transition qui est en train de s'opérer vers l'électrique. Nous, on essaie de participer de la manière dont on peut. Vous avez une fonctionnalité donc, qui est critère. Voilà, vous pouvez intégrer votre vignette et on peut vous donner, en fonction de votre vignette et de votre motorisation, le bon itinéraire. On a en ce moment une campagne dont on est assez fiers avec Surfrider. Et ici, sur les côtes, vous le verrez, à l'approche des côtes, vous allez avoir des messages qui vont être poussés, notamment pour sensibiliser nos utilisateurs sur les gestes éco-responsables. On a tout un tas, je dirais, de services. Alors, on a en ce moment aussi la possibilité, je ne sais pas si elle est passée la slide, mais de connaître les prix à la pompe, à l'essence. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont assez populaires, assez servicielles. Et puis après, on a un ADN, nous, qui est, j'ai envie de dire, on va rester sur un côté un petit peu fun, un petit peu différent. On est une application, effectivement, de mobilité. On a un côté, on gère un parti pris voilà, assez sympathique. Là, vous voyez, c'est une opération qu'on a en ce moment avec voilà, Skoda. Vous pouvez personnaliser votre voiture, votre petite flèche à la couleur de ça. Ils appellent ça la voiture Prud'homme du Tour de France. Alors, il y a pas mal de questions, Jérôme, qui commencent à apparaître. Là, alors, je vais en regrouper un peu toutes parce que il y a Waze et le RGPD. Est-ce que vos datas sont disponibles gratuitement? Où sont-elles stockées? Voilà, partagez-vous des données de cartographie avec des communautés avec Gmaps. Voilà, déjà, il y a pas mal de questions autour de cette data. Ouais, alors gratuitement, je l'ai mentionné, on partage la donnée anonymisée et agrégée gratuitement. Et d'ailleurs, si vous utilisez Waze, on ne vous demande pas l'information de votre plaque d'immatriculation. Vous n'êtes pas obligé de renseigner si vous êtes un homme, une femme. Je crois qu'il y a juste l'adresse email et le téléphone. Donc ouais, on y tient fortement. Hein. C'est la clé de notre succès aussi. Cette communauté se partage et on se doit d'être irréprochable en la matière. Donc elle est fournie gratuitement, pas à tout le monde, hein, qu'aux personnes, je disais, aux collectivités et aux entités qui ont un impact sur la route. Donc oui, c'est transmis. On a fait une petite intégration qui est sympa récemment, donc aussi avec la SNCF. Je ne sais pas si vous avez vu, maintenant vous avez des fonctionnalités à l'approche des passages à niveau. On va vous envoyer un message justement pour vous prévenir de ce fameux passage à niveau, parce que c'est une grosse cause de mortalité. Modèle économique. Modèle économique, c'est la publicité. Donc j'ai reçu beaucoup de questions effectivement hier en discutant modèle économique, la publicité. Les petits pictos que vous voyez sur l'application, ce qu'on appelle des pins, qui référencent la présence d'un magasin à tel ou tel endroit, c'est de la publicité. On facture ça à des annonceurs au CPM. Voilà. Et la voiture Skoda, vous avez vu la personnalisation aussi de la flèche sur l'application, c'est aussi un produit publicitaire. Google Maps, ami ou concurrent? Ami ou concurrent, on fait partie de la même maison. Ouais. Concurrent sur le segment auto, forcément. Google Maps, c'est multimodal. Nous, on se concentre simplement sur la mobilité automobile. Et puis, oui, il y a des partages de données. On partage nos données de trafic en temps réel à Google Maps. Par contre, on n'a pas du tout le même algorithme. Et puis, on travaille de manière complètement séparée avec Google Maps. Des villes en Europe bloquent vos itinéraires dans les quartiers résidentiels. Est-ce qu'il y a une parade autour de ça? Des villes bloquent, non? Oui, pour empêcher que des itinéraires de délestage soient utilisés. Il y avait eu cette polémique à un moment. Alors, non, il n'y a pas de ville qui bloque. Il y a effectivement certaines polémiques de temps à autre sur du trafic ou des itinéraires qui vont passer effectivement par des zones résidentielles. Et je disais, la solution qu'on a pour ça, effectivement, c'est d'interagir et de communiquer avec ces villes via le partage de données, via la communication, via aussi nos éditeurs, les éditeurs de cartes qui sont des locaux et qui vont aussi proposer des solutions pour éviter ces nuisances. Alors, j'ai vu à quand un Waze pour les piétons? Pas de réponse. Et pour les vélos non plus, hein, qui est aussi une question qui revient souvent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Je vais être un torticolis ici à la fin de la journée. Comment fonctionnent les... juste tu l'as dit rapidement, comment fonctionnent les bannières pub, quelle régie pub? Donc, c'est les petits stickers, là, les petits emojis. Ouais. Alors, le terme, il est assez anglais, mais ça s'appelle un Zero Speed Takeover, et pour son nom. Donc, c'est des bannières qu'on va vous proposer à l'arrêt, parce que, bien entendu, vous êtes en voiture et on a un rôle
de faire attention à votre sécurité. Donc c'est vraiment à l'arrêt, au bout de 4 secondes, vous allez avoir une bannière qui va être poussée. Et pour reprendre des questions sur la donnée, c'est principalement des publicités qui sont contextualisées, géolocalisées, en fonction du moment et de l'endroit où vous vous trouvez. Autre question, à quand des itinéraires découvertes ? On réfléchit à pas mal de choses. Après, c'est une question juste de priorité, effectivement, de découverte. On donne un itinéraire pour lui dire, tiens, si vous passiez par là, vous découvriez le canal Brest-Nantes, par exemple. Tout à fait. Non, mais il y a beaucoup d'idées en la matière sur des typologies d'itinéraires qu'on pourrait proposer. On travaille dessus. On vous a proposé depuis peu, effectivement, si vous utilisez l'application, quand vous l'ouvrez, déjà 3 choix d'itinéraires pour que vous puissiez, on le dit, hein, on utilise l'application dans des zones connues, donc vous pouvez aussi choisir ces itinéraires. Mais ouais, c'est des choses auxquelles on pense. Il y a tout un tas d'idées, mais j'ai pas de date à communiquer. Il y a une question aussi, gendarmerie, amis ou concurrents. C'est vrai qu'il y avait cette question à un moment de dire est-ce qu'il faut continuer à signaler les pictos gendarmerie, police aujourd'hui. Vous m'avez dit concurrents. Amis enfin concurrents ou... Voilà, ou ennemi, amis ou ennemis. Non, mais amis ou concurrents. Non, il y a une meilleure compréhension aujourd'hui de la part des autorités de ce qu'on propose, puisque effectivement, vous le savez, enfin j'imagine que quand vous voyez un policier qui va être signé sur la carte, vous adoptez vous changez votre comportement. En général, vous n'accélérez pas, vous avez un comportement plus prudent. Donc ça, ils le comprennent, ils l'utilisent d'ailleurs aussi. Et puis, ça fait référence certainement à cette question. Il y a un projet de loi aujourd'hui aussi qui est en cours depuis un certain temps. Ça s'appelle le projet, j'aime bien le terme Harry Potter, la possibilité de fournir aux forces de l'ordre ce fameux pouvoir, cette cape d'invisibilité. Et dans certains cas, notamment pour des problématiques qui sont liées à l'utilisation de l'alcool au volant, notamment près des boîtes de nuit, en certains périmètre, la possibilité de donner, si vous voulez, ce pouvoir aux forces de l'ordre. Donc c'est des choses qui sont en discussion. Nous, on a un dialogue qui est, qui est sain avec les autorités, parce qu'on est aussi préoccupé par la sécurité, et on pense qu'on a maintenant, vu le nombre de personnes qu'on transporte, aussi un rôle à jouer, et on développe tout un tas de fonctionnalités, je disais avec la SNCF ou autres, on essaie de comprendre finalement quels sont les maux de la société, quelles sont les causes effectivement d'accidents, mais d'accidents un peu, aussi de mortalité, et on travaille avec à la fois les assurances sur leur campagne de publicité pour essayer de donner aussi, d'avoir des messages à caractère vraiment de sensibilisation et de jouer notre petite part de... Donc acteur de la mobilité. Merci. Merci. Jérôme, on peut applaudir Jérôme Marty. Toutes les questions, vous pouvez continuer à les poser avec Jérôme. Il y a une crêpe avec, donc Jérôme, c'est disponible là pour après un peu de temps. Ce sera là-haut, là près de la... Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des expériences, mais bon. La crêpe avec, ça sera juste après. Il y a une petite session avec des étudiants de Brest Open Campus, juste à côté dans la Digital Room. Et c'est dans 20-30 minutes. Je t'ai induit en erreur tout à l'heure, voilà. Frédéric. Bon, et je ne sais pas si tu as posé la question sur l'accent brestois. Oui, c'est vrai. J'ai oublié. On n'a pas eu la réponse. L'accent brestois. Ouais. Pas cette question. Ouais. Avec Steven Leroy peut-être. Non, je disais, on a l'application, on la veut fun. Récemment, on a lancé effectivement 3 accents. Ça a été soumis à un vote. Donc il n'y a pas d'accent brestois. On a soumis effectivement, on a des choix. Quand on a voulu lancer cette fonctionnalité, on lançait de nouveaux accents. On a posé des questions à nos utilisateurs sur nos différents réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire que les Brestois ne se sont pas assez mobilisés, puisque ce sont les ch'tis qui l'ont emporté, suivi des Toulousains et des Marseillais. C'est pas les Brestois qui ont un accent, c'est les autres. Hein. Écoute, c'est le problème. Allez, merci Jérôme, encore une fois. Et donc d'ici 20 minutes, une crêpe avec Jérôme pour poursuivre les discussions.